news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, en présence de son Excellence Jérôme Patrick Achi, cérémonie de remise de diplôme à la promotion 2021 de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée en abrégé, ENCA, a célébré ce jeudi 5 août 2021 dans les locaux de l'ENCA, situés dans l'enceinte de l'Université de Cocody, la sortie officielle de la promotion 2021 baptisée Promotion Jérôme Patrick Achi, en présence du Premier ministre en personne. Après le mot de bienvenue de présentation de M. Hugues Kouadio, directeur de l'ENCA, ce fut au tour de Mme Nialé Kaba, ministre du Plan du Développement, de prendre la parole. Il est 17h06. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de diplomation des promotions 2021 des ingénieurs statisticiens économistes, des ingénieurs des travaux statistiques et des adjoints techniques de la statistique de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Ce plaisir est d'autant plus grand que ces célébrations de l'excellence se tiennent à un moment où son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a permis à l'école d'avoir ses lettres de noblesse, a mis le développement du capital humain au cœur de sa stratégie du développement de notre pays. Je note également, M. le Premier ministre, que dans votre cabinet et au sein de la primature, vous avez bien voulu faire confiance à de nombreux statisticiens issus de cette école. Vos qualités vous ont valu de siéger dans plusieurs gouvernements et de conduire actuellement, aux côtés du président de la République, les activités gouvernementales en vue de réaliser les transformations économiques et sociales nécessaires pour hisser notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Ensuite, la remise des distinctions aux lauréats s'est effectuée par la ministre Nialé Kaba du Plan et du Développement ainsi que son collègue M. Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et M. le directeur de l'ENCA. Le parrain du jour, le Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, a lui aussi remis des parchemins. En retour, les étudiants ont remis des présents à leurs parrains par le biais de la ministre Nialé Kaba, qui elle aussi a reçu un beau tableau du directeur de l'ENCA ainsi que le ministre Nguessan Kofi. C'est alors qu'à 17h45, Konéadou Pascal Landry, président de l'association des élèves et stagiaires de l'ENCA, porte-parole et membre de cette 60e promotion, a pris la parole. Aujourd'hui, nous sommes 41 ingénieurs statisticiens économistes, 39 ingénieurs des travaux statistiques et 38 adjoints techniques de la statistique qui apporteront la statistique et l'économie pour la prise de décision adéquate. En cette occasion, nous, 60e promotion des étudiants de l'ENCA, exprimons notre reconnaissance et notre profonde gratitude à son Excellence, M. Patrick Achi, le Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Vous nous avez offert votre personnalité et votre modèle de réussite comme boussole et repère dans le monde professionnel qui s'ouvre maintenant à nous. Merci d'être notre parrain, notre mentor, notre inspirateur, notre guide. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan est l'établissement qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En ce moment précis de mon propos, permettez que je puisse, au nom de tous mes amis de promotion, témoigner notre gratitude à toutes ces personnes qui ont contribué à notre formation durant ces 2 ou 3 dernières années passées. Je pense en premier lieu à M. le directeur de l'ENCA pour avoir été en un mot, un père rigoureux et aimant pour chacun d'entre nous, membres de cette promotion. À 17h56, le ministre Nguessan Kofi s'est exprimé et a fait des annonces. Chers élèves des promotions sortantes, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, parrain des 3 promotions sortantes, est très ravi de présider en personne cette célébration de l'excellence et de participer aux 60 ans, aux festivités aux 60 ans de l'ENCA. Il me charge donc de vous annoncer les dons suivants pour encourager ces filles et les enseignants. Ainsi, il offre 1 500 000 francs à chaque promotion.
1 million au personnel enseignant. 200 000 francs au personnel chargé de la sécurité de l'école. Et 300 000 francs au personnel chargé de la presse. Il est 17h58 lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de la cérémonie dont la promotion porte son nom, Jérôme Patrick Hachi, prend la parole devant une assemblée composée des heureux étudiants, du corps enseignant de l'ENCA, des parents d'étudiants, des membres du gouvernement et des personnalités politiques. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce jour, à l'occasion de la cérémonie de baptême des promotions 2021 de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Cette cérémonie se tient également dans le cadre de la célébration des 60 ans de cette prestigieuse école qui met chaque année les jeunes de l'élite au service de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains. Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma reconnaissance infinie à Mme Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, ministre de tutelle de l'ENCA, pour l'initiative de la célébration de cet anniversaire et pour le choix porté sur ma personne en tant que parrain. Je dois avouer que mon directeur de cabinet et mon directeur de cabinet adjoint, eux-mêmes issus de cette école, ont ajouté à la douce pression de Madame le ministre un rappel amical constant, quotidien. Je voudrais donc les remercier tous pour l'honneur qu'ils me font de parrainer cette promotion. Je suis sensible donc à cet honneur et également fier d'avoir accepté la demande de parrainage de cette promotion. Je voudrais donc féliciter et encourager les élèves de la 31e promotion des ingénieurs statisticiens économistes et de la 43e promotion des ingénieurs des travaux statistiques, ainsi que la 60e promotion des adjoints techniques de statistique. Mesdames et messieurs, la célébration du 60e anniversaire de l'ENCA intervient à un moment où le gouvernement est à la tâche pour doter notre pays d'un nouveau plan national de développement. Ce plan, qui traduit la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prévoit comme l'un des 5 piliers de développement stratégique du capital humain. Madame le ministre Kaba Nialé est donc en charge de la mise en œuvre, de la conception et de la mise en œuvre de ce plan de développement 2021 et 2025, pour lequel nous venons ce matin d'avoir l'approbation du gouvernement. Félicitations, Madame le ministre. Il s'agit notamment, à travers un système éducatif performant, de mettre l'homme au cœur du développement, à la fois en tant qu'acteur et bénéficiaire. Il s'en est suivi la signature du livre d'or, photo souvenir avec les étudiants et direction coupure du ruban du bâtiment flambant neuf de la recherche de la coopération internationale avec dévoilement de la plaque, visite des locaux, signature du livre d'or et un cocktail pour tous, suivi de la photo de famille. Notre équipe de reportage a recueilli certaines impressions. Après 3 années de formation, je suis vraiment très content d'avoir reçu mon parchemin. C'est vraiment avec une très grande joie, la gaieté, que je m'offre au service de mon pays. Vraiment, je remercie vraiment l'UNCA pour m'avoir formé. Je remercie tout le corps professoral, en particulier le directeur, M. Hugo Kwadjo, d'avoir participé énormément à notre formation. Il faut dire que c'est un réel plaisir. Donc du coup, je m'offre au service de mon pays, non seulement de mon pays, mais de l'Afrique en général. Vraiment, j'espère pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris à l'NCA. C'est juste un sentiment de joie, de voir que des étudiants que nous avons passé 2 à 3 années à former sortent aujourd'hui diplômés. Je pense que je vais juste m'aligner sur les conseils qu'a donné le Premier ministre. C'est du travail bien fait. C'est l'humilité et puis voilà justement de continuer à conserver cette valeur-là qui est la détective du travail. C'est une joie, je suis très heureuse. Avoir un enfant depuis le tout petit et le voir grandir jusqu'à devenir aujourd'hui quelqu'un diplômé, ma chérie, c'est une grâce et je rends gloire à Dieu. Oui, je suis dans la joie. Je suis très heureuse pour eux, je les félicite et ce sont des exemples pour nous qui sommes encore en formation et nous espérons l'année prochaine faire
pareil que, sinon mieux que, afin d'être la fierté de nos différents pays et surtout de l'Afrique entière. Depuis l'université de Cocody, Abidjan, Sen Abdoulaye à la prise d'image et Aminata Diarassoba au micro pour CNN. C'est l'auditorium du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire qui a été choisi pour abriter le 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Tous les regards seront focalisés sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne, du 9 au 27 août 2021. Nous sommes jeudi 5 août 2021, il est 16h15 lorsque M. Bichar Abdirahman Hussein, directeur général du Bureau international de l'UPU, arrive sur les lieux pour une visite d'appréciation de l'avancée des travaux du site avec à ses côtés M. Isaac Nyambayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Visite stricte aux détails près du site et des espaces réservés aux participants dont le nombre est estimé à 700 et plus de 2000 en relais des réseaux sociaux. Après le tour du site et l'état des lieux, c'est tout rassuré qu'il s'est adressé à la presse locale et internationale. Je voudrais donc vous saluer et vous dire que au nom de la Côte d'Ivoire tout entière, en ma qualité de directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, après cette visite avec le comité d'organisation et monsieur le bureau, le directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, souhaiter la bienvenue à toutes les délégations des postes du monde à Abidjan en République de Côte d'Ivoire pour ce 27e congrès mémorable de l'Union postale universelle. Nous sommes très fiers de recevoir ce grand événement qui se tient pour la deuxième fois sur le continent africain après celui de 1934 en Égypte. Et vous avez donc au thème de la visite vu que tout est prêt et en place pour recevoir mes collègues postiers qui viennent du monde entier. En tout cas, nous sommes prêts et nous attendons donc la communauté postale mondiale le lundi 9 août pour ensemble travailler sur l'avenir du secteur postal mondial. Merci. C'est alors qu'une photo de famille a clos cette première visite. Depuis l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire, Sen Abdoulaye à la prise d'image et Amidia au micro pour CNN. CNN. Communiqué CNPS numéro 42 du 3 août 2021 à l'attention des débiteurs de la CNPS. Le directeur général de la CNPS porte à la connaissance des employeurs et de toute autre personne qui serait débitrice envers l'organisme que le décret numéro 2021-347 du 17 juin 2021 fixant les conditions d'établissement des passeports comportant plusieurs de ces dispositions, notamment aux articles 7, 8, 9 et 26 des mesures d'ordre public à l'encontre des demandeurs de passeports redevables envers le trésor public. Ainsi, le passeport peut leur être refusé ou retiré dans les conditions prévues par le dit texte. En l'occurrence, lorsqu'ils sont débiteurs des cotisations sociales et autres, les créances de la CNPS bénéficiant du privilège du Trésor. Le directeur général de la CNPS invite par conséquent tous les employeurs et personnes concernées à s'acquitter dans les meilleurs délais de leurs dettes ou à solliciter un aménagement des modalités de paiement irrélatifs en vue de s'épargner des désagréments que pourrait leur causer la stricte application des nouvelles mesures de refus de délivrance ou de retrait de leur passeport. Communiqué signé du directeur général de la CNPS, Noël Alain Olivier Mokulumvondo, à Kame. Le directeur général du budget a présidé une cérémonie pour célébrer la nouvelle victoire de l'équipe de football de la direction générale du budget aux différentes compétitions organisées par la Fédération camerounaise du sport et du travail. La dite cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités. En effet, après 4 mois de compétition, l'équipe de football de la direction générale du budget est sortie double vainqueur du championnat interne des services des travailleurs camerounais 2021 et de la Coupe du Cameroun pour les travailleurs. Pour les joueurs, cela n'a pas été une tâche facile. Ça n'a pas été une aventure très facile. Nous avons joué, comme le président vous l'a dit, nous avons
participé à 6 rencontres où nous avons rencontré de très bonnes équipes et nous avons pu gagner 4 matchs et faire un match nul. Ça, c'est pour ceux qui étaient du championnat. Et pour la coupe, nous avons joué un match avec 4 équipes où nous avons gagné 3. Et enfin, nous avons joué la finale contre Mina de Kribi. Et nous sommes venus à bout de nos adversaires par 2-0. Donc le championnat était amplement discuté. Ça n'a pas été facile. Mais comme nous sommes détenteurs du titre, il fallait bien évidemment que nous gardions notre titre et que nous montrons une fois de plus que nous sommes champions et préserver notre titre. Cyril Edoualo a ainsi transmis les félicitations du ministre des Finances à l'équipe pour sa brillante performance lors de cette autre compétition avant de présenter à l'assistance les différents trophées. Une victoire qui vient non seulement rehausser l'éclat de la direction générale du budget et du programme 274, mais aussi et surtout celui du ministère des Finances en général. Nous avons tenu aujourd'hui la session du mois de juillet de dialogue de gestion au sein du programme. Et nous avons profité de cette occasion pour fêter les trophées qui ont été gagnés par la DGB Foot. Il s'agit du championnat corporatif des travailleurs et de la Coupe du Cameroun des travailleurs. Et nous sommes très contents de notre équipe et nous sommes très fiers de ce qu'ils ont pu faire parce que gagner un championnat national et une coupe nationale, quelle que soit la fédération, c'est toujours une très grosse performance. Donc nous sommes très contents et nous mettons également en parallèle avec le dernier dialogue de gestion où nous avons fêté les félicitations de nos collaborateurs qui ont reçu des lettres d'encouragement et de félicitations des mains de Monsieur le ministre des Finances. En mettant l'un dans l'autre, ça montre que la direction générale du budget et la direction et le programme 274 constituent une équipe qui travaille et qui produit un certain nombre de résultats dont nous sommes fiers. Nous en profitons donc pour remercier notre hiérarchie, Monsieur le ministre des Finances, sans lequel nous ne saurions avoir de telles performances, que ce soit au niveau technique, au niveau professionnel, qu'au niveau sportif. Donc c'est tout cela que nous fêtons aujourd'hui, de travailler dans un cadre serein et de travailler avec des collaborateurs motivés, déterminés. Et nous sommes dans la joie collectivement, nous partageons ce sentiment de joie qui nous anime. Une performance qui témoigne davantage du bon climat de travail qui règne au sein de la Direction générale du budget et du programme 274. Après de multiples chantiers lancés et achevés dans la cité capitale, le maire de la ville, Lumbesi Atangana, a procédé ce jour à l'inauguration du 2e hangar du marché de vivres frais du Mont Fébé, situé non loin du parcours Vita. La dite cérémonie s'est déroulée en présence des élites de cette localité, des anciens ministres et des commerçants. L'ouverture de ce nouvel espace marchand constitue pour les riverains un véritable début de développement de leur localité. C'était une très bonne idée pour le maire de créer ce marché, parce que nous vivions fréquemment des accidents à l'entrée du parcours sur la voie présidentielle avec nos parents qui faisaient ce marché, qui nous vendaient des vivres, ce qui aidait régulièrement les gens qui venaient du sport et faisaient leur marché, mais c'était sur la voie publique. Aujourd'hui, le maire a pensé de créer ce marché qui va certainement non seulement aider les sportifs du parcours, mais ce quartier qui est en train de s'agrandir tous les jours. Donc nous sommes très heureux, on peut partir chez soi à tout moment pour venir faire le marché traditionnel et avoir les vivres frais pour la maison. Il est question pour le maire de la ville de faire de Yaoundé un cadre accueillant et un environnement où il fait bon vivre. Nous avons constaté, et tous les familiers de cette zone peuvent le dire, que la vente des produits vivriers se faisait sur les trottoirs de la route ou des routes qui mènent au Mont Fébé.
des trottoirs où les marchands de divers produits vivriers étaient allés carrément leurs produits, ce qui a créé divers problèmes, tels que les problèmes d'insalubrité à cause des restes de ces marchandises, les problèmes de mobilité. La mobilité sur le trottoir était réduite, tout comme également l'augmentation des risques d'accidents, puisque les piétons ne pouvant plus circuler sur les trottoirs se retrouvaient carrément sur la chaussée. Pour mettre fin à cette pratique, la mairie de la ville a aménagé un espace approprié pour la vente de ces produits, pour accueillir ces marchands de produits vivriers de cette zone du Mont Faibé. Et c'est cet espace que nous sommes venus ouvrir aujourd'hui, que nous sommes venus mettre à la disposition de ces commerçants où ils peuvent exercer leurs activités en toute quiétude, à l'abri de divers risques. Cet espace est doté de commodités essentielles telles que des points d'eau potables, des toilettes modernes et classiques et une sécurité permanente puisque le marché se trouve en face du parcours Vita qui est une zone militaire. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui vendent sur les trottoirs des routes de la ville de Yaoundé de libérer ces trottoirs. Les trottoirs sont réservés à la marche des piétons, tout comme également les activités commerciales se font à des endroits précis, aménagés ou dédiés à cet effet. La ville ne saurait être transformée en un vaste champ, en une vaste étendue sans limite de marché. Donc je lance un appel à tous ceux qui occupent les trottoirs, les routes de la ville, de les libérer et qu'ils n'attendent pas qu'on les amène à l'offert, parce que cela sera fait s'ils ne libèrent pas ces trottoirs d'eux-mêmes. À travers ces différentes actions, la communauté urbaine de Yaoundé entend rendre la capitale propre et paraît à afficher un visage tout neuf lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se pointe déjà à l'horizon. Un jour, une histoire. La date du dimanche 1er août 2021 restera à jamais gravée dans les mémoires des filles et fils d'Odo ainsi que des sympathisants de l'Oris Club de Douala. Après un bon moment passé dans l'ombre, l'Oris Club de Douala a donné de ses nouvelles ce 1er août 2021 lors de son congrès en présence d'un collège de chefs traditionnels, des anciens joueurs de l'Oris Club de Douala, des membres du collectif de l'Oris de la diaspora qui ont fait le déplacement pour Douala et de plusieurs autres personnalités. L'objectif premier de ce moment, rassembler les fils et filles des cantons Bel et Bel-et-Belay autour de l'Oris Club de Douala, qui fut jadis sujet de division entre les deux Odo. À l'ouverture du congrès, la nouvelle équipe dirigeante, par le biais de son président, M. Itame Makoubé, digne fils de Doodo, a tout d'abord présenté le bilan des récentes activités de l'Oris Club de Douala, avant de présenter aux hommes de médias ainsi qu'à toute l'assistance le merveilleux projet mis sur pied pour les prochaines saisons, ainsi que le plan d'action qui certainement va booster les caisses de ce club mythique du Cameroun en apportant des stratégies nouvelles. L'émotion, c'est la joie. Parce que les travaux se sont bien déroulés, j'ai comme l'impression que l'exposé que j'ai fait aux congressistes a été bien accepté. Et donc j'attends maintenant, déjà quand il fallait contribuer pour la relance de l'équipe, j'ai vu qu'il y avait un engouement. Malheureusement le petit, quoique comment dirais-je, des perturbateurs, qui a fait que certains ne sont pas venus. Si vous avez bien suivi mon exposé, j'ai dit dès le départ que c'est un budget ambitieux et qu'il sera difficile de le réaliser si on ne travaille pas. Et donc j'ai expliqué du grand public, des membres, ce qu'on attend d'eux, les dirigeants même, ce qu'on attend d'eux, les sponsoring, on va travailler pour qu'on en ait. Et voilà, la diaspora même, ce qu'on attend d'elle.
Donc, comme on a saucissonné le budget comme ça, il y a des gens qui vont animer tous ces pools pour qu'à terme, on atteigne ce budget. Et j'ai bien expliqué que ce n'est pas parce qu'on a mis 22 millions et 200 000 que c'est un agent qui est gardé quelque part. Non, ça se construit petit à petit. Déjà dès le départ, ce qu'on a finalement concocté un peu plus de 2 millions. Pour le congrès uniquement. Maintenant il y a des gens qui ont eu des échos, il y a des gens qui sont déjà en train de m'appeler pendant ce congrès et que voilà, j'ai bon espoir qu'on va bien atteindre ce budget. Une vision qui s'inscrit dans une dynamique partagée par les fils et filles d'Odo, engagés à faire monter leur club fagnon en élite 2, descendu en 2e division depuis plus de 100 décennies déjà. Le collectif de Loris de la diaspora, qui est très actif, a une fois de plus marqué de son empreinte le lancement du congrès, en envoyant une délégation à Douala spécialement pour la circonstance. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de témoigner de leur satisfaction à l'issue des travaux. C'est un sentiment de fierté parce que le congrès a été émaillé avant son début de beaucoup de cueils, beaucoup de faux messages diffusés. Et aujourd'hui, vous avez vu l'assistance populaire qui a soutenu le congrès, qui a apporté l'équipe dirigeante actuelle afin qu'elle puisse générer des résultats dans l'avenir. Disons que comme toujours, la diaspora s'est toujours mise du côté du président pour l'accompagnement du projet de Loris Club de Douala. Disons que pour que ce projet puisse tenir, il faudra que tout le monde se mette au travail, pas seulement la diaspora, mais tous ceux qui se trouvent dans les 4 coins du monde, afin de soutenir le projet de Loris. C'est la première fois qu'on voit un projet aussi innovateur de Loris. Si on ne le soutient pas, Loris restera dans ses bas-fonds. Le chef de Bonapriso, Sa Majesté Pierre Ntepe, n'a pas manqué de saluer cette nouvelle initiative. Il a de ce pas encouragé toute la famille d'Odo à soutenir financièrement et matériellement Loris Club de Douala dans sa nouvelle dynamique. Au terme des travaux du lancement du congrès, Loris Club de Douala a récolté une cagnotte de près de 2 millions de francs CFA. Un démarrage au pas de course pour l'atteinte des objectifs budgétaires fixés par le président. Loris Club de Douala, club mythique et ambitieux, pense grand pour les saisons à venir avec un budget qui s'élève à plus de 22 millions de francs CFA par an. Pour rappel, Loris Club de Douala est le premier club de football camerounais à offrir au Cameroun les lauriers sur le plan continental en 1965 en remportant la première édition de la Coupe des clubs champions d'Afrique. Loris Club de Douala arrache sa victoire face au Stade malien le 7 février 1965 à Accra, au Ghana, avec dans ses rangs des joueurs de légende tels que Marichal Bapelepe, Moukoko Confiance, Koto Colbert, Koto Jean-Pierre, pour ne citer que cela. Après avoir dominé le championnat national au lendemain des indépendances, Loris Club de Douala ne cesse de se faire admirer en remportant 6 fois la Coupe du Cameroun. Le rendez-vous est donc pris avec Loris Club de Douala New Look pour écrire une nouvelle histoire. Dis merci au Seigneur, dispensateur de toute grâce, pour les bienfaits et merveilles opérées dans notre communauté. C'est le sens accordé à la cérémonie organisée par la population de Vokada pour célébrer leur digne et valeureux fils Augustin Bala, maire élu de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. La cérémonie de célébration du maire Augustin Bala s'est déroulée à l'esplanade de l'hôpital de district de Vokada, lieu dit rue Mani et Ondo, en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Un moment de communion qui a connu 2 temps forts, notamment la messe pontificale célébrée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, qui dans son homélie a salué et apprécié l'acte de foi de la grande famille Bokada et a de ce pas invité les fidèles chrétiens à l'urbanisation de la chrétienté et à la christianisation de la ville. C'est une joie pour nous de venir prier ici avec les populations de Yaoundé 5e. Selon la vieille tradition de l'Église d'accompagner les villes dans leur croissance, j'ai été personnellement touché par cette invitation de foi qui montre que dans la ville de Yaoundé, la foi occupe encore une place importante dans le choix, les décisions et les projets. Donc, sur ce, nous avons recommandé aux maires les fondamentaux qui font une vraie civilisation. Le respect de la personne humaine, le respect du bien commun,
l'harmonie sociale et la fraternité collective. Après la Sainte Messe, le maire Augustin Bala a reçu l'onction des chefs traditionnels de Yaoundé 5e et une clé en bois remise par le collège des chefs traditionnels de Djungolo pour ouvrir toutes les portes du développement et garantir le bien-être des populations de la commune dont il a la charge. Nous te souhaitons d'aller au bout parce que tu es quelqu'un de bien. Je te connais, tu es un garçon bien et respectueux. Nous souhaitons que tu respectes la tradition. Nous souhaitons que tu sois comme nous avons toujours été, respectueux de tout le monde. Le maire joue un rôle central dans la politique de décentralisation que nous impose le président Paul Biya. Les maires qui ont été élus ici ont été élus sous la bannière de Paul Biya. Ça aussi, c'est la fête de Paul Biya ici. Parce que c'est grâce à lui que nous avons ces maires. Et nous souhaitons que tu respectes cette tradition d'hospitalité et que les populations trouvent en toi un maire accueillant, un maire qui écoute leurs problèmes, un maire qui résout leurs problèmes. Je suis heureux que le ministre Touli soit là. Tu as dit toi-même tout à l'heure qu'il n'est plus Touli, il est Mbogada. Oui, il est avec nous de tout cœur. Il est patriarche Touli. Et nous l'officialisons ici, Mbogada. Il est avec nous, il est notre frère. Cette communauté est la mienne, qui m'amène ici. De manière générale, les Mbogada et les Etoudi ont toujours eu d'excellentes relations de tout genre. Ensuite, j'ai moi-même grandi en Mbogada. Et enfin, le maire que nous venons à Doubé est un jeune frère que nous aimons beaucoup. Il est respectueux, travailleur. Il est le genre de maire et le genre de Camerounais que le président Paul Biya souhaite avoir dans son pays. C'est pour ça que nous sommes venus. Face à cet acte d'amour et de reconnaissance, Augustin Bala n'a pas pu cacher sa joie. Gratitude à l'endroit de Monseigneur l'archevêque qui a accepté de venir présider lui-même cette célébration eucharistique. Gratitude en direction de la grande famille Mbogada, dont je suis l'un des fils, qui a eu cette heureuse initiative de célébrer mon élection comme aide Yaoundé 5e. Vous savez, il n'est pas rare dans nos familles aujourd'hui, au regard de nombreux égoïsmes, de voir une famille aussi importante que la nôtre, la famille Mbogada, se réunir autour d'une célébration d'un homme que je suis, ma modeste personne. Je remercie l'ensemble des hautes personnalités, l'ensemble des populations qui sont venues à cette rencontre. Donc, pour me résumer, c'est un sentiment de gratitude. Je dis merci à tout le monde. Cameroun s'est joint à la communauté africaine pour célébrer la 59e édition de la Journée de la femme africaine. La cérémonie de commémoration de cette journée dédiée à la femme africaine s'est déroulée dans la salle de conférence annexe du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, sous la présidence de Marie-Thérèse Abena Ondoa, en présence des membres de l'administration de la société civile, des femmes des différentes associations et de plusieurs autres personnalités. Instituée lors de la première conférence panafricaine des femmes en 1962, cette journée de la femme africaine a pour but de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle constitue donc un plaidoyer auprès des gouvernements permettant aux femmes africaines de faire régulièrement le point sur les progrès réalisés dans leurs pays respectifs. Pour la ministre, cette autre édition de la Journée de la femme africaine adossée sous le thème « Inclusion financière des femmes, défis et opportunités » offre ainsi l'occasion de saluer la contribution des femmes africaines à la libération de l'Afrique du colonialisme et de l'apartheid, de célébrer aussi et surtout le rôle essentiel qu'elle continue de jouer dans le développement du continent. La 9e édition donnera donc l'occasion, entre autres, de faire un état des lieux de l'inclusion financière des femmes en évaluant les mécanismes existants et les pesanteurs à lever, d'informer les femmes sur les mécanismes disponibles pour le financement de leurs projets, d'améliorer l'accès des femmes aux facteurs de production que sont, entre autres, la terre, les financements, de renforcer le plaidoyer pour l'inclusion financière des femmes,
de renforcer l'éducation financière des femmes, d'inciter les établissements financiers à développer des services adaptés à chaque catégorie de femmes. En commémorant cette journée historique au moment où notre continent en général et notre pays en particulier traverse de nombreuses crises, dont en particulier la crise sanitaire liée au Covid-19 et la crise des mœurs, je voudrais rappeler l'importance du rôle des femmes africaines dans la lutte contre ces fléaux. J'exhorte par conséquent toutes les femmes à s'impliquer plus que par le passé dans l'encadrement de leurs enfants et de leurs familles, en leur inculquant des valeurs morales et éthiques et en les incitant au respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Je vous exhorte également d'aller de l'avant et de vous faire vacciner contre le coronavirus et d'encourager également tous les autres membres de vos familles à faire de même. En effet, se faire vacciner réduit non seulement le risque d'être infecté, mais contribue également à protéger la communauté. Je voudrais pour terminer saisir l'occasion de cette journée pour inviter toute la communauté nationale à continuer d'agir au quotidien pour changer les conditions de vie de la femme et lui permettre ainsi de donner la pleine mesure de ses capacités pour le développement de notre pays et de l'Afrique. Si l'inclusion financière et économique est d'une importance majeure pour la femme africaine, elle invite ainsi les gouvernements à rechercher les voies et moyens permettant l'accès des femmes aux services financiers et à de nouvelles technologies afin d'accroître leur productivité dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Il sera donc question pour le Cameroun d'informer les femmes sur les mécanismes pour le financement de leurs projets, d'améliorer l'accès des femmes aux facteurs de production et de renforcer le plaidoyer pour l'inclusion financière des femmes. Afin de présenter les condoléances de la nation aux familles endeuillées et inviter les terroristes à répondre à la main tendue du chef de l'État pour un véritable dialogue afin que règne la paix au Cameroun. CNN Télévision vous propose l'intégralité de cette déclaration. C'est avec regret que le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration a appris les récentes exactions commises par la secte islamique Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. L'ensemble du comité, par ma voix, adresse ses sincères condoléances aux familles durement éprouvées et condamne fermement cet acte terroriste. Je précise que ces terroristes ne cessent de faire de leur mieux pour ternir l'image du Cameroun, pays qui prône la paix. La main tendue du président de la République, Son Excellence Paul Biya, en tant que mendiant de la paix, reste et demeure d'actualité, invitant ainsi les ex-combattants à déposer les armes. Il est important de noter que des redditions massives sont observées, notamment dans notre centre DDR de mairie, où plusieurs ex-combattants ont rejoint le centre d'accueil. Le centre compte à ce jour un nombre total de 727 ex-combattants ayant déposé les armes. L'État prend de ce fait des mesures nécessaires et fiables afin d'assurer l'accompagnement de ces ex-combattants dans le retour d'une vie à la normale au sein de la société. C'est la preuve une fois de plus que la main tendue du chef de l'État a été saisie par nos enfants égarés autrefois. J'aimerais profiter de cette opportunité pour faire appel à ceux qui sont encore dans la brousse de sortir massivement et également à tous les Camerounais de bonne foi à joindre leur voix à la nôtre afin que ces enfants répondent favorablement à la main tendue du chef de l'État. Aujourd'hui, avec la collaboration des autorités administratives locales de la région de l'extrême nord, les forces de défense et de sécurité, les services spécialisés, la force multinationale mixte,
les autorités traditionnelles et municipales, des mesures adéquates sont prises pour que le DDR s'occupe efficacement de ces enfants. C'est dans ce processus d'accompagnement que le chef de l'État a instruit la construction d'un centre multifonctionnel DDR dans le village Mémé dans la région de l'extrême nord. Nous réitérons notre appel à la population de cette zone d'accompagner cette initiative noble du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour un retour à la paix dans notre nation. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.